Ok, donc on va générer les sélections et les utiliser. Donc encore une fois, je le répète, Photoshop est un logiciel extrêmement souple et pour faire un même travail, on peut s'y prendre de plein de manières différentes. Donc ce que je montre ici, ce ne sont pas des recettes à suivre, c'est comprendre les outils et après vous les combiner. C'est ça qui est compliqué avec Photoshop, c'est qu'il faut avoir, contrairement à d'autres outils comme le codage web ou des choses comme ça, il faut avoir une vue d'ensemble des techniques et les combiner à la volée en fonction du travail à faire. Pour faire des sites web, on peut avoir un canevas et suivre une procédure. Par exemple, pour faire des documents de mise en page dans InDesign, on peut également suivre une procédure. Photoshop, c'est difficile de dire vraiment comment il faut faire. Il y a des tutos qui existent pour faire, bon, voilà, vous voulez faire telle chose, vous cherchez sur le web, vous trouvez un tuto, vous suivez la procédure, ça peut marcher. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne de manière générale Photoshop. Donc je tiens à le répéter, notamment le travail du chien qu'on a fait hier, on aurait pu le faire autrement. Je vous montrerai sans doute comment on aurait pu faire autrement. Ok, donc voyons ça. Je vais ici faire la sélection sur le personnage central de l'histoire ici. Enfin, je veux dire, voilà, c'est celui-là. Donc je vais générer une sélection au départ de sa couche alpha. Est-ce que tout le monde a au moins 2 couches alpha avec 2 personnages qui sont l'un à côté de l'autre? Donc je vais enfoncer la touche CTRL du PC ou commande du Mac et cliquer sur la vignette. Et voilà, les parties blanches de la sélection de la couche alpha, les parties blanches de la couche alpha ont généré une sélection. Ben, c'est l'inverse qu'il me faut, donc je fais sélection, intervertir. Voilà. Et j'ai la sélection sur le personnage. Bien. Je peux mémoriser cette sélection. Menu sélection, mémoriser la sélection par exemple, ou si je clique dans le bas ici de la palette des couches, non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Il y a certainement un raccourci. Il y a un raccourci. Oui, on va la mémoriser. Menu sélection, mémoriser. Et on va lui donner un nom cette fois-ci. Perso central. Voilà. Voilà. Donc là, je sais que si j'utilise cette couche alpha, directement en enfonçant la touche CTRL et PC dessus ou la touche commande, ça va sélectionner le personnage. Je n'aurai pas besoin de faire sélection intervertir. Ok, je m'occupe maintenant du personnage qui est à gauche, c'est celui-là. Je vais générer la sélection au départ de cette couche alpha qui sélectionne le personnage de gauche, c'est celui qui apparaît ici en vert transparent dans mon cas. Donc touche CTRL du PC ou touche commande du Mac, je clique sur la couche alpha ici. Je vais faire sélection intervertir, puisque ce qui m'intéresse c'est cette... voilà, il faut absolument, puisque c'est ce qui est blanc qui génère la sélection et je dois inverser pour avoir ce qui m'intéresse. Et c'est là qu'on va commencer à combiner les couches alpha. Et donc je vais aller creuser cette sélection avec la sélection générée par l'autre personnage central, en la prenant ici. Donc j'enfonce la touche CTRL ou commande sur le Mac, et c'est pas tout. Je dois enfoncer en plus la touche ALT. Et voyez ce que ça fait, un petit signe moins à l'intérieur. Et en ayant donc CTRL ALT enfoncé sur le PC ou commande ALT sur le Mac, je clique, et voilà. J'ai été enlevé, je me suis servi de cette sélection-ci pour aller creuser l'autre. Tu n'as pas fait de sélection pour le troisième? Ah, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Ah, tu l'as délimité, tu n'as pas débordé comme ça. Ben justement, c'est le but de l'exercice, c'est de montrer qu'on peut ne pas s'occuper de cette partie-là, parce qu'on l'a déjà fait avec le premier personnage. Et en plus, ce sera plus juste de combiner comme ça. C'est exactement le même dessin
dans les deux couches alpha, dans celle-ci et dans celle que je vais créer maintenant, ce sera exactement le même dessin de visage. Logique, hein? Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez le mémoriser. Menu sélection, mémoriser. Et je vais l'appeler personnage de gauche, perso de gauche. Voilà. C'est juste pour qu'on se souvienne et qu'on reconnaisse bien les couches alpha, sinon vous n'êtes pas obligé en fait de mémoriser, de renommer, je veux dire. Bien. Et alors, si vous avez fait comme moi une troisième couche alpha, vous pouvez également faire le boulot. Donc, touche contrôle du PC aux commandes du Mac, je clique sur celle-ci. Voilà. Je vais intervertir. Sélection, intervertir. Voilà. Je vais aller creuser cette sélection-là avec le personnage central. Donc, c'est touche CTRL ALT du PC ou commande ALT du Mac. Je clique là-dessus. Et voilà. Et je mémorise. Sélection mémorisée. Et je vais l'appeler perso de droite. Donc les sélections combinées. Ici c'est très simple. Quand on fera ça avec des tracés vectoriels sur le même objet, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Bon, mais pour vérifier si ça va, puisque vous n'avez pas l'air plus sûr que ça, vous allez générer une sélection au départ du personnage central, donc touche CTRL PC ou commande du Mac, vous cliquez sur lui. Est-ce qu'il est bien sélectionné? On dirait. Vous cliquez sur le personnage de gauche. Est-ce qu'il est bien sélectionné? On dirait. Personnage de droite. Voilà. Je peux même enlever les yeux en face des autres couches alpha et ne plus voir que la photo. Ce sera plus clair. On n'a plus besoin des premières couches alpha en fait. Ceci, celles-ci surtout, les deux dernières, sont des sélections combinées qui n'existent pas ici telles quelles. Ce n'est pas les mêmes. Ok. Bon, je vais venir voir ce qui se passe chez toi. Donc voilà, petit rappel de la création des couches alpha et en plus combiner des couches alpha pour augmenter la précision et travailler moins. Plus de productivité. Ok, au départ de ça, on a donc la possibilité d'aller, quand on sélectionne un personnage ou l'autre, aller modifier ce personnage avec les outils, tous les outils de Photoshop. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais les envoyer sur des calques. Ce sera plus simple d'oublier les sélections et de travailler sur les personnages qui sont seuls sur des calques. Parce que les couches alpha, c'est bien, mais les calques, c'est encore mieux. Et donc voilà, nous travaillons sur le calque d'arrière-plan. Il n'y a pas besoin de le déverrouiller. Le déverrouiller, c'est quand on veut modifier sa transparence ou le déplacer. Mais là, il va pouvoir aller chercher Photoshop va pouvoir aller chercher des pixels dans le calque d'arrière-plan, même s'il est partiellement verrouillé, comme tout calque d'arrière-plan. Voilà, donc le personnage central ici est sélectionné. Je vais aller dans le menu calque en haut de l'écran, demander nouveau, c'est la première ligne, nouveau calque par copier. Et voilà. On voit que j'ai un personnage qui est seul sur son calque. D'accord? Ce qui va rendre les choses très faciles pour le modifier. Il suffira que je clique sur le calque et je peux commencer à le modifier. Je n'ai pas besoin de m'occuper de faire des sélections par la palette des couches. Ça, c'était le travail préparatoire, les couches alpha qu'on vient de faire ici. Donc, je vais aller en arrière et répéter. Est-ce que ton calque d'arrière-plan est activé dans la palette des calques? C'est celui qui contient la scène avec tous les pixels gris. Est-ce que tu as une sélection activée? Est-ce que tu as fait touche contrôle et cliqué sur le personnage central? Donc c'est la couche alpha qui sélectionne le personnage central. Et oui, la couche grise, c'est celle qui contient les pixels qu'on veut envoyer. On veut envoyer une copie sur un calque. Il faut absolument que ce soit ce calque-là qui soit sélectionné. Et puis, calque, nouveau, calque par copier. Et voilà.
Bien, ben, je vais faire la même chose pour les deux autres personnages, mais là il y a quand même un piège si vous n'êtes pas habitué à Photoshop. Donc si je fais touche contrôle et je clique sur la couche alpha du personnage de gauche. On voit qu'il se sélectionne. Mais je ne dois pas tout de suite aller dans calque, nouveau calque par copier, parce qu'en fait il n'est pas sur le calque qui est actuellement activé. Il faut absolument que j'active le calque qui contient les pixels de ce personnage. C'est le calque d'arrière-plan. Et là je fais calque, nouveau calque par copier. Ou CTRL-J comme vous avez dit, commande-J sur le Mac, CTRL-J sur le PC. On voit le raccourci qui est là. Ok, même chose pour le troisième. Voilà. Et voilà. Ok. Si vous voulez, vous pouvez renommer les calques aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Eh bien, on va gérer la netteté sur les personnages et sur le décor derrière aussi. On va dire qu'on va simplifier les choses. On va régler la netteté différemment sur ces trois personnages, et également leur luminosité, et même chose pour le décor. Donc on va faire ça, et de manière dynamique. On ne va pas y aller par menu filtre, renforcement, accentuation, et aller modifier directement les pixels. On ne va pas y aller par image, réglage, courbe et niveau, etc. On va jouer par des calques de réglage. Donc faisons les choses directement modifiables comme on veut. Parce que parfois on fait des erreurs au niveau de la retouche, et quand on réouvre le travail le lendemain, on se rend compte, tiens, finalement c'était pas si génial que ça. Et donc il faut se donner la possibilité de pouvoir modifier par la suite. Ok, donc au niveau de la luminosité, on va commencer par le calque d'arrière-plan. Vous cliquez sur le calque d'arrière-plan et on va aller mettre un calque de réglage de type courbe. C'est la première fois qu'on va utiliser ça et vous allez voir que c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant. C'est ce qui est préféré par les professionnels de la retouche photo, le réglage des courbes, pour faire des modifications de luminosité et également de couleur parfois. On va commencer par la luminosité seulement. Donc voilà, vous avez cliqué sur le calque d'arrière-plan. Nous allons mettre un calque de réglage de type courbe. Donc menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Non, les calques de réglage ne nécessitent pas de créer des objets dynamiques. Parce que ça existe depuis très longtemps dans Photoshop, depuis la version 4 de Photoshop en 1995. C'est bien avant les objets dynamiques, hein, les calques de réglage. Non, c'est les filtres qui nécessitent un objet dynamique. Mais on n'en est pas encore au filtre. Là, on va modifier seulement la luminosité. Est-ce qu'il faut... Oui, peut-être, si on veut contraster, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Est-ce qu'il faut l'écréter ou pas? Dans ce cas-ci, aucune importance, puisque sous ce calque de réglage, il n'y a qu'un seul calque, c'est celui-là. Là, si j'écrète, c'est pour faire en sorte qu'il n'agisse que sur le calque qui est juste en dessous. Mais comme il n'y a que celui qui est juste en dessous, là, il n'y en a pas d'autre, qu'il soit écrété ou pas, ça revient au même. Vous comprenez? Par contre, pour les autres qu'on mettra au-dessus des personnages, il faudra faire l'écrétage avec la touche Alt entre les vignettes. Ok, donc le principe du réglage courbe, le voilà en gros, pour des images noir et blanc. Donc vous avez donc une courbe qui actuellement est plate, ça veut dire que rien n'est modifié. Vous allez... tiens, on est en inversé ici. Ce serait peut-être bien de se mettre comme quand on travaillera des images
de type RVB. C'est-à-dire que, oui, vu que je suis avec une image grise, Photoshop considère que je veux faire une impression. C'est pour un support final sur papier. Et donc, il me met dans les curseurs ici les quantités d'encre. Je vais faire comme régler le réglage des courbes ici, comme si j'étais en train de travailler une image RVB pour le web. C'est-à-dire qu'on va aller dans le menu ici, options d'affichage de courbes, et vous allez passer en mode lumière. Mais sinon, ça va vous embrouiller. Autant travailler toujours le réglage des courbes en mode lumière. Après tout, je peux utiliser des images noir et blanc aussi pour faire du web. C'est pas interdit. Un beau site web avec des belles images noir et blanc, ça peut être très bien. Ça peut être classieux. Donc ici, dans le menu des propriétés, options d'affichage de courbe, je passe en mode lumière. Ok. Alors, vous voyez que ça s'est inversé. Maintenant, plus on monte, plus c'est lumineux. Plus on va vers la droite, plus c'est lumineux. Donc, on est bien en mode d'affichage de la courbe lumière. Je mets un point. Si vous en mettez un deuxième et que ce n'est pas ce que vous vouliez, vous le prenez et vous le sortez du graphique, comme ça, et il est supprimé. Dans un premier temps, je commence avec un seul point. Je monte le point ou je le descends. Ça modifie l'intensité lumineuse. Et en fait, ça correspond au petit curseur gris qu'on a utilisé tout à l'heure dans le réglage niveau. Alors, voyons un peu ça. Oui, donc là, en fait, on a le réglage niveau qui est toujours là au-dessus. Donc, ça veut dire que ma photo est modifiée actuellement par deux choses. Le réglage niveau et le réglage des courbes. Bon, ben, le réglage niveau, là, je peux le laisser là au-dessus, il ne gêne pas. Il a déjà assombri un peu tout ce qui se trouve en dessous. Il va agir de manière globale sur toute l'image. Et spécifiquement pour ce calque-là, en dessous, je suis en train de modifier l'intensité lumineuse avec le réglage des courbes. Est-ce que ça marche pour vous? Vous voyez que ça n'agit pas sur les personnages de devant. Logique, hein? On en a une copie sur les calques du dessus. Bon, voilà. En fait, ça agit sur les personnages de devant, mais uniquement dans le calque d'arrière-plan. Si j'enlève l'œil en face des trois calques que j'ai fait là, on voit qu'ils vont également être modifiés en luminosité. Mais si l'œil est affiché en face des trois calques que j'ai créés là, ça ne se voit pas, il recouvre le calque du dessous. Et donc il ne se modifie pas du tout. Voilà. Alors si on utilisait le réglage des courbes uniquement pour faire ça, autant prendre le réglage niveau. Donc on va utiliser le réglage des courbes pour faire mieux que ça. On peut mettre jusqu'à 16 points de contrôle là-dessus. On va en mettre un deuxième. On va mettre un deuxième et on va le bouger. Et comme tu disais, si on fait une courbe en forme de S comme ceci, ça augmente le contraste. Vous devriez remarquer que ça augmente le contraste, ce qui peut donner bien. Tout ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça augmente le contraste. Ça veut dire que les parties qui étaient foncées deviennent encore plus foncées et les parties qui étaient claires deviennent encore plus claires. D'accord ? Mais alors, le fait d'augmenter le contraste nous fait perdre du détail dans les parties les plus foncées. On a le détail, enfin, il n'est pas perdu, il est toujours sur le calque, le détail. Mais il n'apparaît plus aussi bien. Donc dans les parties foncées, ça devient des gros placards noirs. Et dans les parties claires, ça peut devenir des gros placards blancs. Eh bien, on va... déjà ça, avec le réglage niveau, on ne savait pas le faire. Hein. Contrasté, on ne savait pas le faire. J'en profite pour vous dire que dans les calques de réglage, vous avez un calque qui s'appelle luminosité contraste. C'est un calque de réglage de débutant. Vous n'utilisez pas ça. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de faire ici, ça fait la même chose. Avec le réglage des courbes, avec les deux points, on fait la même chose qu'avec le calque de réglage de type luminosité contraste. Dans Photoshop, il faut savoir qu'il y a des fonctions qui cohabitent ensemble et il y a des fonctions pour les débutants et des fonctions pour les pros. Donc c'est pour ça que voilà, vous évitez le calque de réglage de luminosité de contraste, vous le faites plutôt par ici. Pourquoi le faire plutôt par le réglage des courbes? Parce que vous pouvez mettre des points supplémentaires. Vous allez pouvoir mettre un point ici, un point là,
Et à quoi ça sert? Ça va servir à récupérer du détail. Donc, le point qui est le plus en bas ici, parmi les 4 points qui sont sur ma courbe, il concerne les tons foncés. Si je remonte ce point, ça ne va pas faire remonter toute la courbe parce qu'elle est coincée avec ce point-là. Et ça fait réapparaître le détail dans les parties foncées. Donc ça, c'est quelque chose d'assez habituel à faire. On peut contraster une image pour lui donner du punch et on peut malgré tout récupérer le détail en remontant comme ça. Même chose pour les parties les plus claires. Alors voyons un peu dans les parties les plus claires. Oui, on en avait une là, voilà. Alors, si je baisse ici le point qui est tout au-dessus, on voit que ça correspond aux pixels les plus clairs. Je vais donc récupérer du détail dans les parties claires. Voilà. Ok. Alors, à partir de là, il faut vraiment tester visuellement, en supposant que votre écran est bien calibré. Vous avez mis une sonde couleur sur votre écran et vous pouvez vous fier à votre écran. Vous allez pouvoir bouger les 4 points et chercher l'ambiance qui vous plaît. Est-ce que vous voulez une ambiance terne, une ambiance contrastée, une ambiance lumineuse, sombre? Vous pouvez tout faire avec le positionnement de ces 4 points. Ce qu'il va falloir, il va falloir faire simplement attention à quelque chose, c'est de ne pas faire des courbes en forme de S, en forme de zigzag. Voilà. Encore une fois, on démarre d'une image 8 bits. Donc, si vous faites ça sur une image 16 bits, niveau de gris, ce sera mieux. Vous aurez plus de matière pour travailler. Ici, on arrive très vite aux limites de la correction couleur. Donc, je vous avais dit qu'il y a mieux que le réglage niveau. Et bien voilà, c'est ceci. Arriver à contraster et malgré tout récupérer du détail dans les parties foncées et dans les parties claires. Ici, le visage paraît beaucoup plus naturel après retouche qu'avant. Enfin, c'est une impression personnelle, peut-être que celui-ci aussi. On sent quand même les limites de l'image qui contient trop peu de pixels, de profondeur de pixels. Mais voilà, techniquement, vous voyez le principe du réglage des courbes. Alors, ce réglage que je viens de faire n'est peut-être pas le meilleur que j'aurais pu faire. Comment savoir si on peut obtenir un meilleur résultat? Eh bien, on va se donner la possibilité de comparer. On va se donner la possibilité de comparer. Je ne vais pas continuer sur ce réglage à modifier et me demander, tiens, est-ce que c'est mieux que ce que j'avais avant? Non, je vais garder ce réglage tel qu'il est là. Et je vais le dupliquer. Donc dans la palette des calques, je vais prendre la vignette ici du calque et l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà, j'obtiens donc une copie. Attention que les deux calques qui sont actuellement visualisés se combinent. Ils modifient 2 fois l'image. Donc c'est pas ce que je veux. Moi je voulais garder ceci en backup. D'ailleurs je vais indiquer que c'est mon backup réglage sur arrière-plan. Je note ça pour que vous vous souveniez de ce que c'est en fait. C'est mon backup. Et donc j'enlève l'œil en face. Et je continue à travailler sur sa copie.
Et je me dis, tiens, je vais quand même essayer d'améliorer les choses, de tester d'autres ambiances sur ici, voilà. Ok, j'ai visiblement une courbe qui est quand même différente. Donc, vous êtes bien dans cette situation où vous êtes en train de travailler la copie. L'original du calque de réglage, le backup, n'est pas affiché, c'est important. Voilà. Et à partir de là, il suffit d'enlever l'œil en face de ce calque de réglage-là, de réafficher le précédent et de comparer. Et se demander, tiens, quelle est la meilleure version? Celle-là ou celle-là? C'est pas facile, hein? Parce que entre les deux, on a chaque fois l'image originale qui réapparaît. Je vais vous montrer comment faire en sorte que ça n'agisse pas comme ça. Et donc on n'affiche pas les deux parce qu'ils n'ont pas été prévus pour fonctionner ensemble. Ce n'est pas deux calques qui sont prévus pour modifier ensemble l'arrière-plan. Ils sont prévus pour fonctionner seuls. Je ne les ai pas conçus comme ça pour qu'ils fonctionnent les deux affichés. Donc c'est un ou l'autre qui est affiché. Voilà, donc je vais montrer ici comment je peux passer directement de l'affichage du calque ici à l'affichage du calque ici sans passer par la version intermédiaire où aucun des deux n'est affiché. Oui, vous allez dire, on pourrait faire ça. À ce moment-là, les deux sont affichés et puis j'enlève là, mais c'est pas ça non plus, hein. Je voudrais directement passer de la version avec ce calque-là à la version à ce calque-là. Eh bien, je vais utiliser un système qui s'appelle la composition de calque. Vous allez chercher une fenêtre qui s'appelle composition de calque. Cette fenêtre, elle est prévue pour mémoriser notamment la manière dont les calques sont affichés dans la palette des calques. Et c'est prévu pour pouvoir montrer à un client différentes versions d'un document en affichant certains calques, en enlevant certains. Ça peut servir aussi pour vous, quand vous avez fait différentes corrections, de passer directement de l'une à l'autre et de décider quelle est la meilleure. C'est ce qu'on va faire ici. Donc voilà, vous avez la palette de composition de calques. Vous allez activer un des deux calques et vous allez, dans le menu de la palette de composition de calque, demander de faire une nouvelle composition de calque. Et cette nouvelle composition de calque va se souvenir de la visibilité des calques. Donc, est-ce qu'ils sont affichés ou pas? Lesquels sont affichés, lesquels ne sont pas affichés? Voilà, donc, ça va se souvenir de ça. Et je clique sur OK. On pourrait mettre un commentaire si on en a beaucoup des compositions de calque, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Mais ici, OK. Et c'est aussi quand on récupère des photos, des PSD, des photos qui viennent de Photoshop, quand on les récupère dans InDesign, les compositions de calque, on y a accès. Au départ d'une même photo, dans une mise en page, vous pouvez avoir différents aspects. Pour avoir la même photo, le même fichier, et dans InDesign, je fais apparaître une fois en rouge, une fois en vert, une fois en bleu. Ça dépend comment j'ai préparé le boulot dans Photoshop. Ça, c'est une autre histoire. Sachez que les compositions de calque ne servent pas seulement que quand on travaille dans Photoshop. C'est récupéré aussi par les autres logiciels. Voilà donc ma composition de calque 1. Je vais maintenant faire l'inverse. J'affiche le calque de réglage original et j'enlève l'œil en face de la copie. Et je fais une nouvelle composition de calque dans la palette des compositions de calque. OK. Et à partir de là, je peux
comparer l'un et l'autre rapidement. Je clique sur le petit carré ici en face, voilà, et je passe directement de l'un à l'autre. Et vous voyez ce que ça fait dans la palette des calques ici? Ça affiche les yeux et ça enlève les yeux. Voilà. Et donc là, c'est quand même plus sérieux pour décider lequel des deux réglages est le meilleur. Celui-là ou celui-là? Bien. Eh bien, vous savez quoi? Bon. Et c'est là que ça demande un peu de sens artistique et de sens de l'image, en fait. Hein. Bon, artistique, c'est un grand mot, mais sens de l'image. C'est-à-dire, si vous avez des études graphiques derrière vous, ça peut vous aider, franchement. Si vous pensez que vous êtes un peu faiblard au niveau du jugement sur la qualité des images et des photos, visitez des musées, visitez des musées de la peinture, des musées de la photo, cultivez-vous un maximum au niveau de l'image. Ce n'est qu'une question d'habitude. Et je dis ça, mais on a tous à notre niveau besoin d'évoluer en permanence, hein, parce que c'est le genre de choses, c'est comme la bicyclette, il faut que ça s'entretienne. Donc voilà, je suis en train de passer d'une composition de calque à l'autre, et justement en parlant de juger de la qualité, je suis en train de me dire, tiens, cette composition de calque-ci, là, 1, qui affiche le calque du dessus, elle me donne un bon résultat dans mon cas, hein, pour les personnages qui sont ici à l'avant, je les trouve pas mal du tout comme ça. Par contre, ceux à l'arrière, c'est pas génial. Et alors, l'autre composition de calque, c'est l'inverse. Ceux de derrière, je trouve qu'ils sont pas mal, et ceux de devant sont moins bien. Donc, je vais devoir combiner, en fait, les deux réglages. Ben oui, ça peut arriver. Mais c'est très facile, en fait. Vous avez possibilité de jouer sur les masques de fusion des réglages. Bon, alors, donc, je vous montre ici, on termine par ça aujourd'hui matin. La composition de calque du dessus, donc la 1, affiche ce calque-là, et ce calque-là me donne un bon résultat pour les personnages de devant, mais pas pour ceux de derrière. Eh bien, je vais prendre le pinceau, et avec une brosse floue grande, je vais les dessiner en noir dans le masque de fusion de ce réglage, et il ne va donc plus agir, voilà, à cet endroit-là. Ok? Vous voyez? Donc n'oubliez pas que le personnage ici, il est sur son propre calque, celui-là aussi, celui-là aussi. On a 3 personnages qui sont totalement insensibles à tout ce qu'on est en train de faire. Voilà, je viens donc de dessiner en noir avec une grosse brosse à bord floue, c'est important pour que la transition entre le réglage ici et le reste soit progressive. Je vous rappelle que si vous enfoncez la touche Alt sur le masque, vous le voyez en grand. Si vous enfoncez la touche majuscule, ça désactive le masque et vous voyez que le réglage agit complètement. Bien. Ok, ça c'était pour que les personnages ici soient bons. Maintenant, je vais afficher l'autre calque. Voilà, travailler sur son masque. Cet autre calque faisait en sorte que les personnages du dessus soient bons. Ceux-là. Par contre, ceux du dessous, pas bons. Donc dans ce masque, je fais l'inverse. Je vais faire en sorte que les personnages du dessous ne soient pas affectés par ce calque. Et voilà. Ok. Les couches, on s'en occupe plus. Normalement, dans les couches, c'est la couche grise qui doit être activée, puisqu'on travaille sur l'image. Enfin, non, pas nécessairement, parce que si je travaille sur un masque, c'est le masque qui est activé. Si tu n'arrives pas à colorer en noir, il y a 36 sources de problèmes possibles. Et ben, c'est l'occasion de passer en revue les problèmes. Vous n'arrivez pas à dessiner.
Quelle est la source de problème possible? Première source de problème, vous n'avez pas le bon pinceau. C'est celui-là qu'il faut. Ce n'est pas un pinceau à turlute, c'est le pinceau normal. Deuxième source de problème, vous n'êtes pas en train de dessiner en noir, alors que vous essayez d'amener dans le masque ici du noir. Donc il faut vérifier qu'on est bien en train de dessiner avec du noir. Ok. Troisième source de problème possible, le mode de fusion. Vous êtes en mode densité couleur moins, densité couleur plus, etc. Superposition à la place de normal. Donc vérifiez ça. Mode de pinceau, hein, pour le pinceau, le mode de dessin, normal. Encore une autre source de problème, l'opacité, elle n'est pas à 100%. Encore une autre source de problème possible, vous avez avec un outil de sélection, n'importe lequel, vous avez fait une mini-sélection, comme ceci, sur l'image, encore plus petit parfois, bien caché dans du gris, voilà, ok. Ça c'est habituel, hein. On n'arrive pas à dessiner, on demande pourquoi. Il y a une petite sélection qui est activée sur l'image et forcément c'est dessiné nulle part ailleurs. Donc on va dans le menu sélection et on va vérifier, tiens, ça me propose de désélectionner, ça veut dire que j'ai quelque chose qui est actif sur l'image. Et là, ça va marcher. Toujours pas? Bon, ben je vais aller voir chez toi ce que c'est le problème. Ah, elle n'a pas cliqué sur son masque de fusion. Elle était peut-être en train de dessiner sur l'image en dessous alors, peut-être. Oui, il faut vraiment encadrer la partie sur laquelle on va dessiner. Mais tout ce que je viens de passer en revue, vous vous en souvenez, parce que ça va forcément vous arriver que vous ne saurez pas dessiner sur une photo. Il était bien sélectionné, mais le carré blanc n'était pas sélectionné, c'était... Ah, il était comme ça. Voilà, ben oui. Il faut indiquer qu'on travaille sur la partie masque de fusion. C'est vrai, c'est un peu débile, parce qu'il n'y a pas d'autres pixels sur ce calque. Mais malgré tout, il faut indiquer qu'on travaille comme ça. Bien. Et donc, voilà. Donc, finalement, la palette de composition de calque ne me sert plus, parce que, enfin si, elle m'a servi à savoir qu'un calque marchait bien pour une partie de l'image et l'autre pour une autre partie. Mais finalement, pour que cette image fonctionne bien, j'ai dû faire afficher les deux calques. En fait, finalement, ils sont faits pour travailler ensemble. Voilà. Et souvenez-vous que tout ce qu'on fait ne sera valable que si le calque niveau reste affiché, parce que si vous l'enlevez, ça change tout, hein. Tous les réglages qu'on a fait là ne sont valables que si les conditions restent les mêmes, c'est-à-dire si on ne va pas changer ce calque-là qui nous a servi au départ à assombrir un peu l'image, pour démarrer sur de bonnes bases. Donc on a réussi quand même à rééquilibrer un peu l'image, à faire une image plus lisible. Et on n'a même pas dû aller modifier densité plus, densité moins. Ce seront des techniques qu'on verra plus tard, qui permettent vraiment de cibler, de récupérer du détail dans des parties précises.